Je m'appelle Hélène, et la nuit où tout a fini a commencé par un badge portant l'inscription « Hélène, gouvernante ». Je me tenais dans le grand hall du château des Cimes, niché sur les hauteurs des Alpes, à l'ouest de Lyon, où l'air sent le pin même à l'intérieur des murs de marbre. La femme à l'accueil a fait glisser le badge sur le comptoir comme si elle me tendait un avis de décès. Ma belle-mère, Catherine, est apparue à mes côtés dans une robe en soie couleur champagne, souriant de cette façon qu'ont les gens lorsqu'ils peuvent enfin dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. « Tu es de repos ce soir, ma chérie », a-t-elle dit assez fort pour que le cercle des épouses de banquiers l'entende. Pas de place à table, pas d'assiette, c'est réservé à la famille. Mon mari, Louis, est arrivé un instant plus tard, déjà détendu par le whisky. Il a regardé le badge accroché à ma robe et l'espace vide où ma chaise aurait dû être, et il a ri. Un vrai rire, chaleureux et facile. Le même qu'il utilisait lorsqu'une affaire se concluait en sa faveur. « Détends-toi, Hélène », dit-il en passant le bras devant moi pour attraper un verre de vin destiné à quelqu'un d'autre. Le dîner est pour la famille. 5 ans de mariage. 3 ans à me lever avant l'aube pour sauver des entreprises en faillite pendant qu'il dormait encore. 18 mois à sauver discrètement l'usine de son père de la banqueroute pour que son nom de famille ne meure pas dans la honte. Et je n'étais pas assez de la famille pour avoir une chaise. J'ai touché la bague qu'il avait passée à mon doigt le jour où il m'avait dit que j'étais la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. 2 carats choisis plus pour impressionner ses associés que pour me plaire. Le métal était chaud contre ma peau. Je l'ai retiré lentement, délibérément, laissant les lustres accrocher chaque facette alors qu'elle quittait ma main. Le léger clic qu'elle a fait en touchant la nappe en lin a résonné plus fort que le quatuor à cordes. « Alors je ne suis plus à toi », ai-je dit, calme, clair, assez stable pour que les mots portent jusqu'aux tables les plus éloignées. Le rire de Louis est mort dans sa gorge. 300 des personnes les plus riches de la région Rhône-Alpes étaient soudain aux premières loges de l'instant exact où un mariage prenait fin. Je me suis retournée et je suis sortie, passant devant les valets, les Bentley et les Range Rover, dépassant les murmures qui commençaient déjà à se répandre comme une traînée de poudre le long de la montagne. Mes talons étaient stables sur les graviers. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Dans la voiture, en descendant la route sinueuse avec les lumières de Lyon scintillant en contrebas, j'ai senti quelque chose se briser net dans ma poitrine. Pas de la rage, pas encore. Juste un cristal froid de clarté. Il pensait m'avoir remise à ma place. Il venait juste de me donner les clés pour la quitter à jamais. C'était la nuit où j'ai cessé de prétendre que j'avais ma place à leur table. Et ce n'était que le début. Je savais que cela arriverait bien avant le badge. Cela vivait d'abord dans les petites choses. La façon dont mon mari appelait mon entreprise « ton petit projet » alors que je passais des nuits blanches à redresser des restaurants et des usines qui employaient des centaines de personnes. La façon dont ma belle-mère me présentait comme la femme de Louis, qui s'occupe, tout en portant les boucles d'oreilles en diamant que j'avais payées après avoir discrètement sauvé leur entreprise familiale de la saisie. La façon dont ils souriaient tous les deux en le disant, comme si la blague était trop évidente pour nécessiter une explication. J'ai grandi à Saint-Étienne, élevé par une mère célibataire qui nettoyait des chambres d'hôtel bon marché pour que je puisse manger. J'ai payé mes études en servant des tables et en étudiant la comptabilité le soir. J'ai appris très tôt que la compétence ne s'annonce pas avec du bruit. Elle garde simplement les lumières allumées quand tout le monde panique. C'est ce que j'ai fait pour eux. J'ai gardé les lumières allumées. Quelques années auparavant, lorsque le marché s'est effondré pour la 2e fois, mon beau-père s'est assis dans leur cuisine et a pleuré parce que l'entreprise manufacturière que son grand-père avait fondée était à quelques semaines de la fermeture. 200 familles sur le point de tout perdre. Louis était à Courchevel pour conclure une affaire de capital investissement et n'est pas rentré. Alors, je l'ai fait. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant 18 mois, renégociant les contrats syndicaux, pivotant les lignes de production, trouvant des acheteurs pour l'équipement dont nous n'avions plus besoin. Je l'ai fait pour des centimes par rapport à ce que les grands cabinets demandaient. Je n'ai jamais mis mon nom sur quoi que ce soit. Je leur ai juste rendu l'entreprise, respirante, rentable, vivante. Mon beau-père est mort 6 mois plus tard en croyant que son fils l'avait sauvé. Louis ne l'a jamais corrigé. Il m'a remercié une fois au lit, à moitié endormi, comme si j'avais récupéré son pressing.
Puis il s'est retourné et m'a dit que je devrais porter plus de couleur au prochain dîner des associés pour ne pas avoir l'air si sérieuse. J'ai gardé les preuves quand même, pas parce que je pensais en avoir besoin, mais parce que je suis faite comme ça. Chaque divergence dans le fonds d'investissement qu'il gérait, chaque dépense personnelle glissée dans une société de portefeuille. Chaque dollar d'investisseur détourné vers des vacances, une montre ou une suite d'hôtels qui sentait le parfum d'une autre. J'ai tout photographié, crypté, stocké dans un dossier que j'ai nommé « Assurance ». Je me disais que le mariage était une protection, même contre la pire version de quelqu'un. Puis vint la nuit où je suis rentrée dans notre appartement du 6e arrondissement avec les courses et où j'ai entendu Louis sur haut-parleur dans la chambre. Elle pense vraiment que ces petits boulots de conseil comptent, disait-il en riant de ce rire chaleureux et facile. Le badge de gouvernante à la fête de fiançailles de Zoé va être parfait. Il est temps qu'elle apprenne la différence entre le vrai argent et jouer à la grande dame. La voix de ma belle-mère flottait à travers le haut-parleur, ravie. Exactement. L'aide reste de l'aide, peu importe à quel point elle est bien habillée. Je me suis tenue dans le couloir avec le lait et les œufs et j'ai senti le dernier fil d'espoir se rompre. J'ai posé les sacs sans un bruit. Je suis allée à mon bureau, j'ai ouvert le dossier assurance et j'ai commencé à écrire la lettre anonyme qui allait mettre fin à sa carrière. Pendant qu'il planifiait mon humiliation, je planifiais la leur. Et je l'ai fait comme je fais tout, calmement, minutieusement et sans élever la voix. La semaine avant la fête, j'ai arrêté de dormir. Je restais assise à mon bureau dans le noir, 2 écrans allumés, des tableurs ouverts pour une brasserie en difficulté près de Grenoble, tandis que le dossier assurance attendait en arrière-plan comme une arme chargée. Je croisais mon reflet dans la fenêtre noire et je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Les yeux trop grands, la bouche trop dure, quelqu'un qui ne tenait bon que par la volonté et la caféine. Je continuais à penser, si je travaille juste plus dur, si je sauve une entreprise de plus, si je fais une tarte au citron meringuée parfaite de plus pour le dîner du jeudi, peut-être qu'ils me verront enfin. Mais ils ne m'ont jamais vu. Ils voyaient ce que je faisais pour eux, jamais qui j'étais. Certaines nuits, je parcourais l'appartement après que Louis se soit endormi et je touchais les choses qui étaient censées prouver que nous allions ensemble. La photo encadrée de notre mariage où il regarde l'objectif et je le regarde lui. La montre que je lui ai offerte l'année où j'ai redressé l'entreprise familiale. Le placard rempli de ses chemises repassées. J'amidonnais encore exactement un pouce du col parce que c'est ce que fait une bonne épouse. Je restais là dans le calme et je sentais le poids de chaque matin où je me réveillais à 5 heures pour faire son café comme il l'aimait pendant que j'examinais les comptes de résultats pour des étrangers qui, au moins, disaient merci. J'ai commencé à pleurer sous la douche pour qu'ils ne m'entendent pas. Je pleurais pour la fille de Saint-Étienne qui pensait que l'amour ressemblerait à la sécurité. Je pleurais pour la femme qui avait sauvé 200 emplois et n'était toujours pas assez de la famille pour avoir une chaise. Je pleurais parce qu'une partie de moi voulait encore qu'il entre, me voie plier ses chemises avec des larmes coulant sur mon visage, et demande enfin ce qui n'allait pas. Il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, la veille de la fête, il est rentré tard sentant le parfum d'une autre et m'a dit de ne pas trop m'habiller le lendemain. « Tu ne veux pas faire de l'ombre à Zoé ?» a-t-il dit, faisant déjà défiler son téléphone. Je me tenais dans l'embrasure de notre chambre tenant la robe noire que j'avais choisie. Simple, élégante, le genre qu'on pourrait porter à une célébration ou à un enterrement, et j'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. J'ai réalisé que je ne le protégeais plus. Je protégeais la version de moi-même qui croyait encore avoir besoin de leur approbation pour être entière. Cette version est morte tranquillement cette nuit-là, quelque part entre l'odeur de Chanel numéro 5 qui n'était pas la mienne et le doux clic de l'écran de son téléphone s'éteignant. Quand j'ai raccroché la robe, mes mains ne tremblaient pas. Quand j'ai rouvert le dossier assurance et joint les derniers fichiers, je n'ai pas hésité. Je ne faisais pas ça parce que j'étais en colère. Je le faisais parce que j'avais fini de demander à être vue, et parce que certaines dettes ne peuvent être réglées que lorsque les gens qui les doivent comprennent enfin ce qu'ils ont jeté. Le château des Cimes trône au-dessus de la ville, tout en verre, bois et argent prétendant être rustique. Cette nuit-là, l'air de la montagne était vif, mais à l'intérieur de la salle de bal, on manquait d'air. Je suis arrivée seule. Louis était parti des heures plus tôt pour boire un verre avec ses amis, ce qui signifiait que j'avais conduit seule sur la route sinueuse, la robe noire bougeant contre ma peau comme de l'eau.
À la table d'accueil, la jeune fille a hésité, puis a fait glisser le badge. Hélène, gouvernante. Ma belle-mère attendait, radieuse dans sa soie champagne. Parfait, a-t-elle dit, assez fort pour que le hall entende. Le personnel utilise l'entrée de service par ici. Les gens se sont retournés, les téléphones se sont levés. Quelqu'un a chuchoté, c'est celle qui a sauvé leur entreprise, non. Une autre voix a répondu, j'imagine que non, plus maintenant. J'ai accroché le badge à ma robe et je suis entrée directement dans la salle de bal. Notre table était devant et au centre, assez proche pour compter, assez loin pour contrôler la vue. 8 couverts, 7 chaises. Je me suis tenue à côté de l'espace vide qu'ils avaient si soigneusement préservé et j'ai senti 300 paires d'yeux se poser sur moi comme des poids. Louis est arrivé 20 minutes plus tard, les joues rouges de whisky et de triomphe. Il a vu le badge, a vu la chaise manquante, a vu le sourire satisfait de sa mère, et il a ri à nouveau. Ce même rire chaud et facile qui me faisait me sentir en sécurité autrefois. « Détends-toi, ma chérie », a-t-il dit en levant le vin de quelqu'un d'autre. La nourriture, c'est pour la famille. La salle attendait que je rétrécisse. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris ma bague, l'ai retirée lentement et l'ai posée au centre exact du couvert vide. Le doux clic a réduit le quatuor au silence. Puis, je ne suis plus à toi, ai-je dit. Juste assez fort, juste assez calme. Le rire s'est arrêté comme si quelqu'un avait débranché une prise. Je me suis retournée et je suis sortie. Pas de précipitation. Pas de larmes, juste le claquement régulier de mes talons sur le marbre devant des tables de gens qui parleraient de cette nuit pendant des années. Derrière moi, j'ai entendu ma belle-mère siffler, « Louis, fais quelque chose », et son silence stupéfait en réponse. Sur le parking, le valet a essayé de me donner mon ticket avec des doigts tremblants. Je lui ai souri, un petit sourire poli, final, et j'ai descendu la montagne seule. À mi-chemin, je me suis garée sur un belvédère d'où l'on peut voir toute la ville scintiller en bas. J'ai ouvert la portière, laissé entrer la nuit froide et je me suis enfin autorisée à trembler. Pas de peur, mais d'un soulagement si vif qu'il ressemblait à du chagrin. Puis j'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Marc, mon bras droit. Exécute tout ce soir. 3 mots. C'était tout ce qu'il fallait. Au moment où j'atteignais le quartier de la Pardieu, les premiers comptes étaient déjà gelés. Au matin, l'AMF avait les dossiers. À midi le lundi, les associés du cabinet de Louis convoquaient une réunion d'urgence à laquelle ils ne l'inviteraient plus jamais. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'ai jamais eu à le faire. La vérité l'a fait pour moi. Des mois plus tard, par un matin d'hiver calme avec de la neige poudrant les fenêtres de mon nouveau bureau dans le quartier de la Confluence, Zoé est arrivée à l'improviste. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte portant un simple manteau de laine. Pas d'étiquette de créateur, pas de bague de 3 carats. Juste ma belle-sœur, la seule qui ait jamais ressemblé à une sœur, tenant 2 gobelets de café en carton et avec des yeux qui avaient appris à regarder les choses en face. Je les ai quittés, a-t-elle dit en me tendant un gobelet. Pour de bon cette fois. Nous nous sommes assises sur le sol de mon bureau parce que les meubles n'étaient pas encore arrivés, le dos contre le mur, regardant la neige tomber sur la ville. Elle m'a raconté comment l'entreprise de Charles s'était effondrée la semaine après la fête. Des bots pour utilisateurs, de faux partenariats, tout cela exposé. Comment sa mère avait essayé de la forcer à rester fiancée pour les apparences. Comment elle avait finalement compris que les gens qui riaient de ma chaise manquante ne m'avaient jamais demandé une seule fois si j'allais bien. J'ai choisi la mauvaise famille, a-t-elle dit doucement. Je veux choisir la bonne maintenant. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste tendu la main et pris la sienne. C'était le jour où j'ai cessé d'être la femme qui sauvait tout le monde sauf elle-même. Mon cabinet de conseil, Nexus Advisory, a grandi plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. Non pas à cause de qui je connaissais dans les conseils d'administration, mais parce que le bruit courait sur la consultante qui pouvait sauver une entreprise sans détruire les gens qui y travaillaient. Des PDG ont commencé à appeler de Lille, de Nantes, d'endroits que les élites parisiennes avaient rayés de la carte. Ils se fichaient de savoir où j'étais allée à l'école ou qui était mon mari avant. Ils se souciaient que je vienne, que j'écoute et que je répare ce qui était cassé. La chute de Louis a été plus silencieuse que quiconque ne s'y attendait.
Pas de scène de cris, pas de scandales ivres sur le porche, juste un homme regardant tout ce qu'il pensait le définir disparaître. Compte gelé, capitaux saisis, non retirés de l'entête. Aux dernières nouvelles, il vivait dans sa chambre d'enfant à Roanne, répondant au téléphone pour le cabinet de gestion de patrimoine de quelqu'un d'autre. Il a écrit une fois une courte lettre qui est arrivée transférée de l'ancien appartement. Je l'ai lue, pliée soigneusement et mise à la poubelle sans répondre. Ma belle-mère a perdu la maison de banlieue UP, les montres, l'adhésion au club où elle tenait sa cour. Je ne sais pas où elle a atterri. J'ai arrêté de suivre. Certaines nuits, je marche dans le nouveau bureau après que tout le monde soit rentré chez soi. Sur le mur, entre mon diplôme et le premier chèque que j'ai gagné en tant que consultante, est accroché le badge de gouvernante, professionnellement encadré. Les clients posent toujours des questions à ce sujet. Je leur dis la vérité. Ils ont essayé de me dire où était ma place. Il s'avère qu'ils avaient raison, mais pas de la façon dont ils l'entendaient. Ma place est à la table que je construis moi-même, entourée de gens qui n'ont pas besoin que je rétrécisse pour se sentir grand. Des gens comme Marc, qui est resté quand d'autres auraient fui. Comme Zoé, qui termine son MBA et apprend déjà à d'autres femmes comment repérer le genre de fraude silencieuse qui se cache derrière le charme. Comme le propriétaire de la brasserie près de Grenoble qui m'envoie une caisse de sa meilleure bière brune chaque Noël parce que j'ai gardé le rêve de son grand-père en vie. Cette chaise vide au domaine des cimes n'était pas une punition. C'était une permission. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est la première fois que vous êtes enfin libre de vous choisir vous-même. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin d'amour. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous là où chaque histoire révèle une autre vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que plus d'histoires comme celle-ci puissent trouver les personnes qui en ont le plus besoin.